Grand 2, le devenir des populations d'Amérique. Petit 1, extermination et domination. La population indienne diminue très rapidement sous l'effet du choc microbien, des guerres menées par les conquistadors et des mauvais traitements infligés lors des travaux forcés. On a à gauche les raisons de l'effondrement des empires Inca et Aztèques, la supériorité de l'armement espagnol, l'usage de la ruse, les divisions entre Amérindiens. Deux noms de conquistadors, Hernán Cortés qui fait la conquête de l'empire aztèque et Francisco Pizarro qui fait la conquête de l'empire Inca. Certains Indiens coopèrent, comme ici, une Indienne, la Malinche, qui est traductrice et conseillère en diplomatie pour Hernán Cortés. Le choc microbien, c'est la diffusion des microbes et ses conséquences historiques. Dans le Nouveau Monde, la population est dense avec peu de bétail. Les individus sont adaptés à une faible diversité des pathogènes, tandis que dans l'Ancien Monde, chez les Européens, les individus et le bétail étaient adaptés à une grande diversité de pathogènes. Donc il y a eu un changement brutal de l'environnement microbien, ce qui a occasionné 60 à 90% de décès dans la population amérindienne. On a par exemple à gauche des cas de variole à Mexico. La variole était une maladie très grave, même en Europe. Petit 2, l'exploitation. Le travail forcé est aussi une des causes de l'extermination des Indiens. Par exemple ici dans les mines d'argent de Potosí. Les mines de Potosí au Pérou, c'est un gisement de minerai d'argent qui a été découvert en 1542. Les Indiens des environs étaient obligés d'y travailler 1 an tour à tour et beaucoup y mouraient dans des conditions très difficiles. Espagnols et Portugais cherchaient de l'or dans ces nouveaux territoires. C'est ce que l'on appelle le mythe de l'Eldorado, qui a été revisité en 1982 par cette série animée franco-japonaise pour enfants. Cependant, la réalité, c'est à droite le pillage des objets. Au fil des conquêtes, les conquistadors récupèrent des milliers d'objets en or et en argent, le plus souvent cultuels, c'est-à-dire destinés à la religion, qui sont fondus, exportés en Europe sous la forme de lingots et reforgés en pièces de monnaie. Donc une partie essentielle du patrimoine culturel des Amérindiens disparaît à jamais. Petit 3, les débats. Christophe Colomb a-t-il vraiment découvert l'Amérique ? En fait, comme l'explique ici l'historien Jérôme Bachet, il est plus que temps d'en finir avec la découverte de l'Amérique et de mettre définitivement la formule au rencard. Certes, Christophe Colomb a mis le pied aux Bahamas, mais il était persuadé de se trouver à proximité du Japon. Et à sa mort encore, il avait la conviction d'avoir exploré au cours de ses 4 voyages des îles et des terres appartenant à l'Asie. Donc parler de découverte de l'Amérique, c'est une vision européocentriste, c'est-à-dire que c'est une vision vue du côté des Européens. En fait, l'invention d'un nouveau continent, c'est-à-dire son intégration dans la représentation des Européens, est un phénomène lent, dont Amerigo Vespucci pose un élément décisif dans ses lettres de 1502 et 1504, en qualifiant les terres rencontrées dans l'hémisphère sud de 4e partie du monde. Amerigo Vespucci est un navigateur florentin, c'est-à-dire de Florence en Italie. Il suit de peu Christophe Colomb sur le continent américain et il est le premier dans ses lettres à parler de Nouveau Monde. Un planisphère de 1507 de Walsee-Müller nomme le nouveau continent en son honneur. Martin Walsee-Müller est l'auteur d'un livre de géographie lié au projet de réédition de la cosmographie de Ptolémée, dont le texte antique est redécouvert au XVe siècle. Ce document est considéré comme l'acte de baptême de l'Amérique car les auteurs proposent de nommer le nouveau territoire Amérique du prénom de son explorateur Amerigo Vespucci. Le récit de ses 4 voyages de découverte est présent dans l'ouvrage. C'est un ouvrage que l'on peut consulter à la bibliothèque humaniste de Célestat, où on retrouve un des exemplaires, un incunable, c'est-à-dire un manuscrit des débuts de l'imprimerie. Dès le XVIe siècle, on a des débats sur le comportement des conquistadors aux Amériques. Le plus célèbre est la controverse, c'est-à-dire le débat de Valladolid. Il s'agit de répondre à une question centrale, les Indiens ont-ils une âme ? La réponse conduirait soit à interdire l'esclavage de ces derniers, soit à le maintenir. C'est donc un enjeu non seulement religieux, mais aussi économique. On a face à face Juan Sepúlveda qui est pour la colonisation et l'asservissement des Indiens, et en face de lui, Bartolomé de Las Casas qui pense que les Indiens sont des humains à part entière et il défend leurs droits. On a ici une gravure qui fait partie
des illustrations du livre de Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, qui décrit les crimes infligés aux Indiens par les colons espagnols. Donc dès le XVIe siècle, on est tout à fait conscient de la cruauté de ce qui se passe aux Amériques. Las Casas obtient du roi Charles Quint des lois de l'Amérique qui protègent les Indiens dans les colonies espagnoles, mais l'esclavage perdure et beaucoup d'Espagnols sont hostiles à sa position.